Spécial Japon. Bienvenue à tous dans ce numéro 54 de Star Nation News, ce soir en direct du Japon. C'est un pays où j'aime revenir et à chaque fois d'avoir le privilège et l'honneur d'être une conférencière de Miyoko Sano, chef de la divulgation au Japon, leader du front de la divulgation au Japon. C'est donc un grand honneur pour moi d'être là et je profite de cette occasion pour me rendre dans des endroits spéciaux au Japon et découvrir des lieux incroyables. Mais avant de parler de ces lieux incroyables et de partager avec vous cette partie de mon voyage, je vais vous donner quelques informations sur ce qui se passe actuellement dans la galaxie. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti! Nouvelle DA. J'ai régulièrement des nouvelles de Prince Ea, de là-bas, de Steelfire, où il est actuellement en mission diplomatique pour le compte de l'Empire Anar. Cela fait maintenant plus un mois terrestre, presque 2 mois, qu'il est là-bas en tant que médiateur entre l'Empire Arek et la Fédération Galactique des Mondes, comme vous l'avez suivi. Eh bien, 2 membres du Haut Conseil de la Fédération se sont finalement rendus à Arek Nor, le monde principal de la culture et de l'Empire Arek. Ils ont donné leur réponse, la réponse officielle, au prince Anar Ea et au Arek. Ils disent que la Fédération Galactique des Mondes ne veut pas conclure d'accord avec l'Empire Anar pour des zones de protection pour l'instant. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ont une stratégie. Et vous savez, la Fédération Galactique des Mondes est une organisation militaire basée sur l'armée. Donc ils pensent avec des règles militaires, une stratégie militaire, et ça ne correspond pas toujours à la perspective de tout le monde. Ce n'est pas le cas. Ce qu'EA a proposé à la Fédération, c'était de trouver des accords. Si les Arek ne veulent pas signer avec vous, avec la Fédération, un accord de non-ingérence dans vos territoires, et a dit à la Fédération, eh bien, concluons un accord de coopération, de protection, que si quelque chose devait arriver dans les territoires de la Fédération, protégés par la Fédération, l'Empire Anar serait obligé de s'impliquer et de se battre avec les ennemis, de se battre contre les ennemis de la Fédération. Vous savez, comme lorsqu'il y a une guerre mondiale et que vous avez des accords entre les pays de la Terre et qu'un pays est attaqué et que les autres sont forcés de se joindre à lui, ce genre de choses. La Fédération a donc dit « Non, nous voulons vraiment que les Arek signent avec nous cet accord de non-ingérence. » Alors EA, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, depuis Singapour où je me trouvais, EA a suggéré une meilleure solution. Faisons des échanges spirituels et grandissons ensemble avec les Arek. Les Arek n'ont embêté personne, ils n'ont embêté personne depuis des lustres. Au début, lorsqu'ils créaient leur empire, les Arek étaient des conquérants culturels, des conquérants de l'armada reptilienne, essayant d'étendre leur territoire. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont embêté personne pendant longtemps. Ils se sentent stables et autonomes, ils n'ont besoin de personne et ne veulent pas d'autres territoires. Ils veulent juste qu'on les laisse en paix. La Fédération les a toujours considérés comme une menace potentielle.
comme nous le savons. Pour faire court, comme on dit, 2 membres du Haut Conseil de la Fédération se sont rendus sur la lune d'Arek Nord et ont dit « Eh bien non, nous ne signerons rien avec l'Empire Anar. Nous voulons juste que les Arek soient forcés de signer avec nous. » Le résultat est que Ea m'a dit que finalement, les Arek ont dit aux 2 envoyés du Haut Conseil de la Fédération « Vous n'avez pas confiance en nous? Eh bien vous savez, nous ne vous faisons pas confiance non plus alors. » A dit le leader Arek à la Fédération. Nous voulons signer un accord avec vous, la Fédération, pour que vous n'interveniez pas sur notre territoire. Vous voulez que nous n'intervenions pas sur le vôtre, mais signez d'abord ici. Signez ici. Ils ne signent pas, mais vous savez que vous n'interveniez pas sur nos territoires et nous n'interviendrons pas sur les vôtres. Les Arek ont donc renversé la situation parce qu'ils se sentaient non respectés, considérés, vous savez, non fiables. Et ils n'aimaient pas ça. Ce n'est pas très poli ou, vous savez, diplomatique. Ea riait donc à moitié, et je dois dire que j'ai ri parce que la Fédération, en tant qu'organisation militaire, veut que les choses soient comme ça. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas quand les gens, vous savez, ne suivent pas leurs règles. C'était donc très intéressant. C'est une leçon pour la Fédération. Et une culture pacifique qui ne demandait qu'à être laissée tranquille, s'est soudainement mise en colère contre la Fédération, parce que la Fédération voulait soudainement les forcer à conclure un nouvel accord de non-ingérence, parce qu'ils étaient considérés par la Fédération comme la prochaine menace potentielle pour la paix de la galaxie. Mais, vous savez, cette histoire ne se serait jamais terminée. Alors maintenant, c'est fait. Les Arek ont exigé un traité de non-ingérence sur leur territoire en échange de leur non-ingérence sur les territoires de la Fédération, et ainsi que, pour réparer les dommages causés par le manque de respect, une faveur commerciale selon laquelle tout ce qui, à proximité, dans une sorte de bande autour du territoire Arek, serait échangé, serait taxable par les Arek. La Fédération perd donc un peu, mais pas tant que ça. Et c'est ainsi que les choses se passent. Donc Ea m'a dit qu'il allait rester un peu sur la lune d'Arek Nord pour s'assurer que tout va bien, que tout a été fait correctement. Et puis voilà. Ea s'est lié d'amitié avec le chef des Arek et ils ont appris à se connaître. Ils se sont toujours connus, vous savez, parce que les Arek ont un traité de non-ingérence à long terme avec l'Empire Anar, comme nous le savons. Donc, les choses vont être réglées maintenant et nous allons pouvoir parler d'autre chose. Et Ea sera de retour maintenant, bientôt, dans les semaines à venir. Nous verrons bien. Je vous tiendrai au courant. Maintenant, parlons du Japon, où je me trouve en ce moment. Parmi les endroits magnifiques que j'ai visités, il y en a un plus que d'autres où je souhaite revenir. Il s'agit de Nara. C'est une ville très ancienne qui s'appelle Nara. Lorsque j'ai posé la question du nom, pourquoi Nara? Que signifie Nara? Parce que, dans ma tête, je sais que la planète Vénus est aussi appelée Nara par ses habitants.
Je voulais savoir s'il y avait un lien avec Vénus. Ils m'ont répondu, nous ne savons pas vraiment. Un historien nous a accompagnés et nous a ouvert de nombreuses portes. Nous avons visité de nombreux endroits et l'historien nous a dit que, eh bien, personne ne sait vraiment ce que signifie Nara. Nous supposons que cela signifie les terres plates ou les terres aplanies. Cela serait la réponse la plus proche. J'ai dit ok, c'est très suffisant. Je voulais revenir à Nara parce que en mai dernier, lorsque j'y étais pour ma première conférence, nous sommes allés dans un temple où il y a un Bouddha géant avec ses 2 bodhisattvas magnifiquement plaqués or. Et cet énorme Bouddha géant, c'est le Bouddha de la compassion. J'aime la façon dont les mains parlent dans le bouddhisme. Il avait une main comme ceci qui dit « N'ayez pas peur » et une autre comme ceci qui signifie « Votre vœu sera exaucé ». C'est magnifique. La dernière fois, en mai dernier, j'ai fait le tour du site et j'ai admiré les statues géantes. J'ai vu ce gardien armé d'un trident écrasant un démon reptilien qui me rappelait Ea et Enlil, probablement une influence de la Mésopotamie et de l'Inde. J'ai fait le tour en mai et je suis arrivée de l'autre côté du Bouddha, à sa main gauche et la main qui dit « Votre vœu sera exaucé ». En fait, oui, c'est comme ça. Comme ça. N'ayez pas peur, votre souhait sera exaucé. Donc ce côté, cette main. L'année dernière, j'ai commencé à fondre en larmes en ressentant une puissante énergie. Je ne savais pas d'où elle venait. Ce n'était pas une énergie, mais un sentiment. Je me suis dit que j'avais peut-être vécu là dans une vie antérieure. Et je pleurais en essayant de contenir mes larmes, parce que c'est un lieu public. Je ne comprenais pas, je me sentais très très émue, parce que j'étais traversée par quelque chose de faramineux, quelque chose d'incroyablement puissant. Je suis revenue cette fois-ci. Et la même chose s'est produite, encore plus puissamment, au même endroit. Je me suis dit que ce n'était plus moi qui me souvenais d'une vie antérieure ou qui avait visité cet endroit dans une ancienne vie. Il s'agit d'autre chose. C'est au même endroit. C'était si puissant que j'ai commencé à trembler, à pleurer. Mais un pleur de beauté, d'amour, une sensation magnifique, une émotion merveilleuse. Ce qui s'est passé, j'ai acheté un petit bracelet, juste là, avec du bois local. Un bracelet de prière. Je suis allée voir le Bouddha et j'ai béni le bracelet de son rayonnement. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Je me sentais simplement poussée à le faire. Et à ce moment-là, j'ai posé le bracelet et je me suis sentie envahie par un sentiment encore plus puissant. C'était tellement plus grand que moi, ça me traversait. Et je me suis sentie comme fou, comme quand on laisse tomber de l'encre dans l'eau. Et j'ai soudain su quelle était cette fréquence si puissante qu'elle me reliait à l'univers tout entier. La séparation n'était qu'une illusion. J'étais connectée à tout, à chaque cœur, à chaque être vivant dans toute la création. La fréquence avait un nom. C'était la compassion.
Nous pouvons dire beaucoup de choses sur la compassion. Mais lorsque nous en faisons vraiment l'expérience, nous découvrons qu'il ne s'agit pas seulement d'une philosophie, d'une façon de se comporter, de penser. Non, c'est plus que ça, bien plus que ça. La compassion est la pierre angulaire de l'univers. C'est le liant de tout. Si chacun, une fois dans sa vie, faisait l'expérience de la compassion, comme je l'ai vraiment expérimenté, juste une fois, le monde changerait de ceci à cela, comme cela. Car c'est ce que nous, les humains, faisons. Et pas seulement les humains, toutes les créatures de l'univers. C'est ce que nous sommes vraiment, ce qui nous lie vraiment les uns aux autres. La compassion est un guérisseur, la compassion est un pouvoir. C'est ce qui nous unit ensemble. Et lorsque nous sommes compassion, nous guérissons le monde, nous nous donnons du pouvoir les uns aux autres et nous créons notre réalité si facilement et si magnifiquement. Je voulais partager cela avec vous parce que je pense que c'est très important. Pardon? Quel est votre sentiment? La compassion. Je ressens la compassion. C'est très puissant. Elle émane du lieu, de Bouddha. Et la vibration de la compassion est si forte que j'ai du mal à supporter. C'est tellement puissant. C'est de la compassion pour toute l'humanité. Nara. J'ai enfin connu l'origine du vrai nom Nara. Et il est vraiment lié à la planète Vénus. Vous voulez savoir comment? Eh bien, il y a une belle légende à ce sujet. Et je vais tout vous raconter. Suivez-moi. Kamura-dera est un lieu très spirituel dans la culture japonaise. C'est un endroit qui est connu pour les énergies qui viennent de la montagne. C'est un sanctuaire situé au sommet d'une montagne, dans la chaîne de montagnes du nord de Kyoto et non loin de la province de Nara. Cet endroit a donc été un lieu de culte pour de nombreuses traditions différentes. Le shintoïsme ancien, le bouddhisme, et plus tard, nous verrons comment cet endroit a également été le lieu d'une autre philosophie et d'une pratique de guérison par l'énergie. Kamura-dera est donc connu comme un lieu où les énergies se trouvent dans la montagne. Il y a quelque chose dans la montagne qui attire les gens. Elle est surtout connue pour la légende d'un être extraterrestre venu de la planète Vénus, qui aurait atterri au sommet de cette montagne et serait devenu un maître spirituel dont on se souviendrait tout au long de la légende, à travers le temps. Voilà donc les premiers échos de cette légende. Ce qui est intéressant, c'est la date. Il y a deux branches différentes de la légende. Il y a une date qui remonte à 6,5 millions d'années, très 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 loin dans le temps. Il y a aussi une date qui remonte à 18 millions d'années. Les deux dates sont intéressantes. Que s'est-il passé il y a 6,5 millions d'années? Rien de particulier dans l'histoire de la Terre, mais si vous déplacez la virgule d'un chiffre, vous obtenez 65 millions d'années, lorsque les ensemenceurs sont arrivés sur Terre pour la première fois. Si vous prenez l'autre théorie, il y a 18 millions d'années,
vous obtenez 20 millions d'années, ce qui est une date proche. 1 million d'années est une longue période. Mais c'est la période où entre 18 millions d'années et 20 millions d'années, les ensemenceurs sont revenus, également pour une deuxième vérification de l'état de l'humanité. Les deux traditions fonctionnent donc. Pourquoi Vénus? Vénus est-elle liée aux ensemenceurs? Oui, en effet, ils avaient des avant-postes dans notre système stellaire pour surveiller la Terre d'un peu loin, et ils ont leur avant-poste, leur quartier généraux sur Vénus, sur Mars et aussi sur Terre, à 3 endroits. Cet endroit est également connu pour ces étranges créatures appelées Tengu. Le shintoïsme, le Tengu est une dénomination générale pour un groupe de créatures fantastiques qui ressemblent davantage à des esprits de la nature. Les Tengu ont donc des formes différentes, très différentes, selon les provinces du Japon. Ici à Kamuradera, ils sont représentés comme des petites créatures, au visage rouge et au long nez. On dit qu'ils sont les gardiens de la montagne. Qu'il y a quelque chose de très précieux dans cette montagne qui génère une énergie fantastique. Nous allons donc approfondir nos recherches et apprendre davantage à ce sujet. Qui étaient probablement les Tengu? Ma théorie, à laquelle je crois fermement, ma spéculation, c'est qu'il s'agit de créatures de l'intraterre qui vivaient parmi les humains avant que ne se produise le grand retrait de la surface. Les Tengu étaient probablement ce peuple mythique de l'intraterre qui expliquerait tout. Mais voyons un peu ce qui s'est passé plus tard ici, car c'est un lieu sacré pour de nombreuses traditions différentes. En 1922, un moine nommé Mikao Usui a trouvé l'endroit extrêmement puissant et a été inspiré pour venir y méditer pendant 21 jours, afin de recevoir la communication des êtres stellaires. Au bout de 21 jours, il a reçu des symboles spéciaux qu'il a utilisés pour guérir les malades et aider les gens à rééquilibrer leurs énergies. Il a donné à cette pratique le nom de Reiki. Mais remontons plus loin dans le temps. Au 8e siècle, plus précisément en 722, un autre moine, un moine bouddhiste, a également été inspiré pour venir construire un sanctuaire dédié à Bishamonten. Bishamonten est une divinité bouddhiste qui fait partie des 4 gardiens et des 3 rois du monde. Il fait partie d'une trinité. Nous verrons plus tard qui sont ces personnes. Un sanctuaire bouddhiste et des temples ont donc été construits ici parce que quelque chose d'extraordinaire émane de la montagne, de l'intérieur de la montagne. Revenons à la présence de ces ensemenceurs, ce vaisseau qui atterrit sur la montagne. Nous avons maintenant escaladé, Star Nation News a escaladé pour vous cette montagne. Nous sommes presque arrivés au sommet et nous n'avons pas senti d'arche. Surtout moi qui suis liée à l'arche des ensemenceurs. Je n'ai pas senti de pulsation, ce à quoi je m'attendais. Il n'y a donc pas d'arche activée ici et il n'y a pas de vaisseau. Je ne ressens aucun champ de torsion activé. Rien.
Mais ce que je ressens, et mon assistante pouvait le ressentir aussi, c'est une sorte de présence cristalline. Et nous avons eu cette vision en même temps, Stéphanie et moi, qu'il y a en effet une technologie cristalline centrale d'une arche enterrée ici quelque part, qui a été gardée en sécurité ici. Il ne s'agit pas du vaisseau spatial qui était censé avoir atterri au sommet de la montagne seulement. Et on peut vraiment sentir, en tant qu'âme danseur, on peut sentir la présence de cette technologie ici quelque part. Et nous nous demandions où cette technologie pouvait être enterrée. Et comme nous sommes arrivés près du sommet de la montagne, je vais vous montrer quelque chose. Ici, dans ce carré au sommet de la montagne, vous pouvez voir ce motif sur le sol. Il s'agit d'un endroit spécial où le moine qui a créé ce sanctuaire bouddhiste était censé se tenir et communiquer avec celui qu'il appelait Bishamonten, le dieu bouddhiste God au trident venant du ciel, des étoiles. Communiquait-il avec les extraterrestres ensemenceurs originels qui sont venus ici, il y a plusieurs millions d'années, et ont laissé ce cristal dans le sol. Lorsque nous nous tenons ici, nous pouvons vraiment sentir l'énergie et nous pouvons vraiment ressentir la vibration de quelque chose qui se trouve en dessous. Un cristal, quelque chose qui pulse. Et regardez le signe du triangle, le triangle à l'intérieur du cercle. Et ce symbole était le symbole de l'Atlantide, de la technologie altéane, du générateur d'énergie de la pyramide, des tuoé, les cristaux de feu. Vous trouverez cela dans l'iconographie que j'ai documentée dans mon livre Les ensemenceurs. Le cristal dans un cercle. Ce motif a également été découvert par une équipe de plongeurs dans les années 70, le Dr Brown, qui a trouvé enterré dans une pyramide de cristal, sous l'Atlantique, une boule de cristal avec un dispositif triangulaire à l'intérieur. Vous trouverez toute la documentation dans les seeders, les ensemenceurs. Mais quand vous vous tenez ici, en fait, ce n'est pas recommandé parce que c'est un lieu sacré. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous tenir dessus, mais je vais le faire parce que je suis espiègle. Lorsque vous vous tenez dessus, vous ressentez l'énergie de ce cristal. Ce cristal de feu, ce générateur d'énergie qui est juste enterré ici. Nous avons donc ici une carte du système stellaire et des étoiles avec les constellations autour, desquelles les 3 divinités sont censées venir. Vous voyez ici Bishamonten, ici, avec le trident. Vous voyez sa divinité équivalente, la divinité du soleil et la divinité de l'amour. Et ils ont chacun un symbole. Et ces symboles se reportaient sur la carte du système stellaire qui est ici. Et vous voyez que celui-ci, Bishamonten, est lié à l'orbite de Vénus. Vous avez 3 orbites intérieures. Ceci représente l'avant-poste de ces 3 groupes d'ensemenceurs. Il y en a un sur Vénus, un sur Terre et un sur Mars. C'est vraiment incroyable. L'orbite rouge est Mars. Et c'est elle, cette divinité. Puis, il y en a un sur la Terre, qui est le dieu Soleil. Vous voyez l'orbite verte, et vous avez Bishamonten, l'autre avant-poste, et quand vous regardez sur la carte, il est lié à l'orbite de Vénus. C'est absolument
incroyable. Toutes les constellations d'où viennent ces différents groupes d'ensemenceurs. Et finalement, vous voyez la constellation de Pégase en bas, Ursa Major, et deux autres constellations d'où viennent les ensemenceurs. Et c'est absolument époustouflant de voir des légendes encore expliquées aujourd'hui de cette façon. Cela prouve que certains dieux étaient d'origine extraterrestre et ils nous disent même où se trouvaient leurs avant-postes dans notre système stellaire. Le noyau de cristal d'une arche n'émet pas de pulsation en lui-même. La pulsation est émise lorsque la conscience plasmique intégrée dans le cristal est interfacée avec la technologie. Pour réaliser l'interface, nous avons besoin d'un signal d'impulsion qui va créer un champ de torsion qui va intégrer une interface avec la conscience plasmique. Lorsque le cristal est seul et n'est pas interfacé avec la technologie, il n'y a pas d'impulsion. Il est comme en sommeil, il est en sommeil. C'est donc quelque chose de très intéressant que nous n'ayons pas entendu le pouls d'une arche, parce qu'il n'y a pas d'arche ici, mais la conscience centrale du cristal est là, n'émettant qu'un pouls, parce qu'elle n'est pas interfacée avec la technologie. Voyons maintenant les divinités apportées par ce moine chinois, les divinités bouddhistes, qu'il a transposées sur l'ancienne légende de la venue d'un être extraterrestre. C'est très intéressant parce que vous voyez la superposition de différentes couches de dévotion culturelle. La tradition bouddhiste qu'il a apportée était principalement basée sur une divinité appelée Bishamanten. Bishamanten, nous le trouvons comme gardien de l'humanité dans plusieurs temples bouddhistes. Il tient une lance trident ou un vaira, trident à double face, et il écrase toujours un démon à l'aspect reptilien. Et il est le protecteur de l'humanité. Lorsqu'il est associé à 4 autres gardiens, il est le protecteur de l'humanité. Lorsqu'il est associé à ce type de branche de ce groupe qui est venu ici, il fait partie d'une triade. Bishamanten est donc lié au soleil, au créateur, au soleil créateur. Et avec lui, nous avons Kanon, qui est une déité aux 1000 bras représentant l'amour. Ce sont les 1000 facettes de l'amour. Et puis nous avons Sanat Kumara, qui est vraiment ici, local. Il est également influencé par l'hindouisme. Sanat Kumara est le dieu de la guerre, le dieu défenseur. On dit que soit Sanat Kumara, soit Bishamanten communiquent avec les moines d'ici. En particulier ce moine chinois et aussi Mikao Usui, qui a créé le Reiki, était censé communiquer avec une entité. Ces 3 divinités sont donc en fait inspirées de la tradition hindoue. Parce qu'à côté d'ici, nous avons un district qui s'appelle Nara et que nous trouvons, qui est très proche d'ici, et où nous trouvons cette triade, parfois associée aux 4 gardiens bouddhistes des lieux. Cette triade a une influence hindoue, car le bouddhisme est arrivé au Japon, d'abord par l'Inde, puis par la Chine, la Corée, et enfin le Japon. Il a donc subi toutes les influences culturelles en cours de route. Cette triade spéciale
est lié à la triade Shiva, Brahma, Vishnu. Interface de la conscience avec la technologie, conduite et navigation. L'intelligence de l'interface. Il s'agit donc d'un endroit où l'on peut se tenir au-dessus d'une technologie ancienne, probablement altéenne, avec un noyau de cristal qui alimentait autrefois une arche ou un vaisseau spatial, et être capable de communiquer, de se connecter, tout en se tenant au-dessus du cristal, au symbole mentionné sur le sol, de communiquer avec les extraterrestres ensemenceurs correspondant à ce symbole, à ce cristal. Le symbole est altéen. C'était un symbole utilisé en Atlantide. On peut donc deviner qui pouvaient être ces ensemenceurs. Kamuradera est un composé de différentes couches de culture. Nous avons l'ancienne légende des ensemenceurs arrivant de l'avant-poste vénusien. La tradition shintoïste transmet cette légende en mentionnant les Tengu, qui sont probablement des créatures de l'intraterre, protégeant le cristal souterrain, sous la montagne, protégeant cette technologie. Nous avons souvent vu des êtres de l'intraterre protégés, travailler avec des extraterrestres positifs, pour protéger des technologies qui étaient cachées à l'humanité. C'est également le cas ici, à Kamuradera. Nous avons aussi la tradition bouddhiste qui a apporté de l'Inde, la triade sacrée Shiva, Brahma, Vishnu, avec le Sanat Kumara local, qui peut aussi être une représentation de Bishamanten ou de deux entités différentes, et aussi Kanon, la déité de l'amour, avec les 1000 bras de l'amour. Et Mikausui, qui est venu ici inspirer pour recevoir les symboles des étoiles et qui a reçu les symboles Reiki, une technologie de guérison par les énergies qui lui a probablement été offerte par des extraterrestres, probablement des races d'ensemenceurs. Revenons à Vénus. Ce qui est très particulier, c'est que Vénus est appelée par tous les groupes d'extraterrestres Nara. Comme vous avez pu le lire dans mon livre Nous serons toujours là, j'ai été sur Nara Vénus. Bayantor l'appelle toujours Nara. C'est le nom que tous les extraterrestres donnent à Vénus. Nara. Eh bien, il y a un endroit tout près d'ici qui s'appelle Nara. La préfecture de Nara, le district de Nara. Lorsque j'ai demandé pourquoi Nara, le nom, quelle était la raison pour laquelle cet endroit s'appelait Nara,
C'était un endroit très spirituel. C'est près de Kyoto, c'est près d'ici, près de ces montagnes. C'est là que se trouve le grand temple avec le Bouddha géant. Il y a de nombreux temples, c'est un endroit très très sacré. Nara. Les gens disent, on ne sait pas, peut-être parce que en référence au terrain plat, parce qu'il se trouve dans une plaine. La légende de Nara veut qu'un jour, un dieu d'un autre monde soit venu des montagnes et ait été annoncé par les esprits du lieu, les cerfs, et qu'il ait créé Nara. Nara a été créé par un dieu venant des montagnes, et ce dieu était à l'origine des étoiles. Nara. Là où vous voulez créer un avant-poste, construire une ville ou une colonie, vous allez dans la plaine, là où il y a des rivières, où vous pourrez cultiver et montrer aux gens comment cultiver et construire une civilisation. Comme tout cela est intéressant. Elena Danan, de Kamuradera pour Star Nation News. Je suis ici au pied du mont Fuji, au Japon. Le ton est un peu nuageux aujourd'hui et la grande montagne se cache dans des voiles de brume de mystère. Cet endroit est très spécial. Lorsque j'étais ici en mai 2024, alors que nous roulions près de ces pentes, j'ai pu sentir soudainement une pulsation venant de la montagne, comme un battement de cœur. Vous, vous. C'était très fort et j'ai pu identifier la pulsation électromagnétique d'une technologie, une technologie extraterrestre avancée. À l'époque, je n'étais pas sûre de ce qu'était cette pulsation, mais je pouvais vraiment identifier qu'il s'agissait d'une technologie extraterrestre. Lorsque nous sommes arrivés près de la grande montagne, vraiment, vraiment dessus, je dirais, Una m'a fait cette révélation que c'était en fait l'arche du mont Fuji qui avait été activée. Et cette arche a été activée depuis que les ensemenceurs sont revenus dans notre système stellaire en octobre 2021. Vous trouverez tous les détails dans mon livre Les ensemenceurs, The Seeders. Lorsqu'ils sont arrivés, cette flotte de 500 vaisseaux mères dans notre système stellaire, leur fréquence a été comme une explosion dans tout le système stellaire. Et nous pouvions le ressentir même sur Terre. Beaucoup de starseeds, d'ensemenceurs, l'ont ressenti en octobre 2021. Et le ressentent encore aujourd'hui. L'écho de la fréquence, la résonance de la fréquence. Et toutes les arches qui ont été fabriquées par ces ensemenceurs ont également été activées. Et donc, celle-ci. Il y a souvent une arche enterrée sous les montagnes, qui a été placée là par des tunnels ou des volcans. C'est encore plus facile. Et celui-ci en est un très très gros volcan. Et donc cette arche, qui est activée depuis 2021, désolé, il fait froid ici. Bien qu'il fasse très chaud, croyez-moi ou non, en novembre ici, nous sommes tôt le matin, c'est pourquoi je porte une veste, mais dans la journée, vous êtes en t-shirt à l'extérieur et il fait très chaud. C'est pourquoi il n'y a pas de neige sur le mont Fuji au mois de novembre. Ce qui est assez inhabituel, mais il fait chaud. Il n'y a pas de neige. Alors cette arche est là, pulsant, pulsant, pulsant. Et je pouvais encore la sentir aujourd'hui, pulser, dès mon arrivée. Il y a une légende. Il y a une légende à propos de ce vaisseau. La légende dit
qu'autrefois, une belle dame aux cheveux noirs, nommée Utsu, est venue de l'espace et a atterri ici, dans cette région. Et elle a été honorée comme une sorte de déesse venue des étoiles. Vous voyez ici que l'ancienne tradition shintoïste ne parle pas vraiment de Dieu ou de déesse. Il parle d'entités spirituelles. Il y a des millions d'esprits, je devrais dire, pas des dieux, de la nature, comme les Tengu, Akamuradera, les esprits de la nature, les esprits de l'intraterre, les gens de l'intraterre même. Utsu est peut-être aujourd'hui considéré comme une déesse. Mais ce capitaine de vaisseau extraterrestre, ce capitaine d'arche, était en fait un véritable être humain, considéré à l'époque non pas comme une déesse, mais comme un maître spirituel, un être supérieur, plus évolué, qui venait atterrir ici et probablement enseigner aux gens de la région des choses, des questions de l'esprit, de l'âme. Le vaisseau est toujours là, activé. Pourquoi est-il activé? Pourquoi pulse-t-il? Parce que cette technologie comprend un noyau de conscience plasmique. C'est ainsi que ces êtres très avancés, dont je fais partie, c'est pourquoi je ressens cette pulsation, ces êtres alimentent leur vaisseau. Cet endroit est aussi, selon une légende ancienne, le lieu d'une autre entité spirituelle, vraiment locale, à ce lieu, que nous appelons la déesse Kono, la déesse de l'endroit du mont Fuji. L'année dernière, comme je vous l'ai montré dans Star Nation News, filmé ici au Japon, comme je l'ai également présenté à la conférence de Tokyo en mai, une conférence organisée par Miyoko Sano, j'ai montré les images d'un vaisseau spatial sortant du mont Fuji. Nous étions dans ce studio, dans le studio de notre ami Ryo Suke, qui est un musicien très connu, et nous écoutions de la belle musique. Toran m'a dit « Regarde par la fenêtre !» J'ai regardé dehors et nous avons tous regardé dehors. Et Toran a dit « Regarde par la fenêtre !» Et nous avons vu ce vaisseau spatial sortir du cratère du volcan et se déplacer sur la droite, puis sur la gauche et encore sur la droite, et descendre en zigzag. Nous l'avons filmé et j'ai présenté les preuves. C'était vraiment incroyable. Cette région est en fait un point chaud pour les observations d'OVNI. Toran m'a confirmé qu'il y avait une base de la Fédération Galactique des Mondes dans cette montagne. Nous voyons un peu de pente juste derrière. Les nuages se lèvent. En fait, si les nuages se lèvent, le sommet est juste là. Il est très grand. Eh bien, c'est incroyable d'être de retour et de sentir cette arche, de sentir les énergies de l'endroit, de sentir les esprits partout autour d'ici, la beauté, la connexion. C'est toujours agréable de se tenir dans un endroit où il y a une ancienne arche, soit une technologie de cristal, comme nous l'avons vu à Kamuradera. En ces temps, ce n'est pas seulement l'humanité qui s'éveille, mais tout ce qui se trouve sur cette planète. Par un processus de, comment dites-vous, l'effet papillon? Eh bien, tout se réveille, la nature se réjouit. C'est le printemps, une aube pour l'humanité, alors que nous en avons fini avec l'état profond. Il faut nuancer cela. Nous en avons fini avec l'état profond, mais il y a une transition. Nous avons entamé une période de transition quand l'ancien monarque est renversé. Avec les récentes élections américaines, le 5 novembre,
nous avons remporté une victoire. Quoi qu'en pensent les gens, nous avons remporté une victoire parce que le président élu, Monsieur T, travaille avec la Fédération Galactique des Mondes depuis des années et l'Alliance Terrestre, bien sûr. Et tout était planifié, tout était planifié. Et les derniers gardiens, les sombres, pouvaient essayer d'éviter cette issue de leur défaite en essayant de le tuer. Mais ils ont échoué et ils continueront à échouer. C'est la fin de l'état profond. L'état profond est toujours au pouvoir dans de nombreux pays, dans d'autres pays du monde, et il se produira une période de transition durant laquelle ce sera comme une vague venant de l'Amérique pour se propager sur les autres pays du reste du monde, travaillant à la libération de la Terre de l'état profond. Cela prendra donc un peu de temps, mais une fois la transition achevée, nous pourrons vraiment dire, et je suppose que le 21 janvier peut-être, nous pourrons vraiment dire, nous l'avons fait. Nous avons réussi. Je me tiens ici dans ce lieu sacré, réalisant que cela fait 400 000 ans, plus précisément 372 000 ans, que l'humanité a été asservie par Enlil et ses sbires. Et maintenant, aujourd'hui, à notre époque, c'est fini. L'humanité gagne enfin. Pour moi qui étais là, il y a 372 000 ans, avec Ea. Pour Ea et moi, c'est une victoire à laquelle nous avons travaillé pendant des éons de temps, vie après vie. Notre promesse, notre parole pour la Terre, notre promesse de la garder en sécurité, et ainsi que toutes les créatures qui s'y trouvent. Je faisais partie de l'expédition des Anarim qui est arrivée sur Terre il y a 372 000 ans. Et je me souviens d'avoir été dans la salle de commandement avec Ea. Et nous étions tous là avec lui. Et il regardait l'écran. Et nous approchions de la Terre. Et il se tenait là, majestueux. Et il établissait une connexion avec la Terre. L'esprit de la Terre avec Gaïa. Et je pouvais sentir son champ d'énergie et de compassion. Et le lien de l'amour. Et lui parler dans son esprit, d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Et il disait, je m'excuse d'avance, parce que mon vaisseau transporte un grand mal. Il faisait référence à Enlil et à son entourage Sicard. Mais je ferai tout ce que je peux. Il a dit, et a dit, pour te protéger, et pour éviter ce grand mal autant que je le peux, de te nuire et de nuire aux créatures sur ta surface. Et il s'est battu pour sa parole, parce qu'il a de l'honneur. De l'honneur. Il s'est battu pour sa parole. Il s'est battu pour sa parole pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, ce temps est venu où il peut enfin voir que la promesse a été tenue. Il est temps que nous nous unissions tous dans la compassion. Il est temps que nous nous tenions tous la main et que nous joignions nos cœurs pour construire cette plus grande communauté d'êtres humains sur la terre. Les enfants de qui? C'est leur heure, c'est votre heure.
Nous nous sommes battus pour vous. Nous avons donné tout ce que nous avions pour vous, et à moi. Et maintenant, nous voyons ce jour de victoire arriver. Et depuis cet endroit magnifique, au pied du mont Fuji, je vous souhaite le plus merveilleux des avenirs du monde. Parce que l'avenir, maintenant, c'est vous qui le ferez. Un mot de l'émissaire. Me voici dans la belle Tokyo, l'incroyable Tokyo, le centre-ville, la capitale du Japon. La nuit, c'est aussi beau que le jour. C'est très impressionnant, malgré l'esprit d'entreprise et la dureté des bâtiments métalliques. Mais il y a aussi quelque chose de très moderne, comme l'est une ville capitale. J'ai remarqué que les rues sont propres, que les gens sont respectueux les uns des autres, de leur environnement, qu'ils sont civilisés, qu'ils ont de l'honneur et du respect dans tout le pays, que ce soit dans la nature, dans les zones rurales ou dans les villes. Je trouve que les Japonais ont vraiment un bel esprit, une belle spiritualité. Ces gens ont construit leur culture sur un chemin qui est si riche en événements spirituels. Il y a toujours une histoire, des maîtres spirituels qui apparaissent, des religions qui se succèdent. Le Japon est différent. Il existe d'anciennes spiritualités païennes telles que le shintoïsme. Le shintoïsme est toujours la principale religion avec le bouddhisme au Japon. Il est encore pratiqué très activement et c'est un bel esprit qui dit que le monde, l'univers, est rempli d'esprits, que l'on peut appeler des dieux si l'on veut, et que ces esprits veillent sur vous ou vous regardent tout le temps, et que le monde des humains est parallèle à ce monde des esprits ou des êtres de la 4e densité, comme vous pouvez les appeler. Que tout le monde vit en harmonie, dans le respect les uns des autres. Vous savez, le respect est vraiment le fondement de la culture japonaise, telle que je la comprends. Eh bien, lorsque je me retrouve dans un tel endroit, je pense à l'humanité, à ses luttes, à ses idéaux, à ses rêves, à ses désirs. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir une bonne vie, trouver l'amour, avoir assez d'argent pour vivre confortablement. C'est ce que chaque être humain souhaite généralement, suffisamment de ressources matérielles pour subvenir aux besoins de sa famille, de lui-même et de ses animaux de compagnie également. Trouvant l'amour et étant heureux. Et je pense que c'est ce que les humains veulent et que ce n'est pas ce que l'état profond
a voulu pendant toutes ces années. Depuis 372 000 ans, quand Enlil est arrivé sur Terre, il a décidé d'utiliser les humains pour les réduire en esclavage et les faire travailler pour lui et ses compagnons Sicard et Anar, sa cour et ses partisans. Ce que Ea ou Enki a toujours essayé d'empêcher. Et vous connaissez l'histoire. Bien maintenant, mais cela n'a jamais été ce que les humains voulaient. Se prosterner, obéir, suivre les ordres, ou s'efforcer de payer des impôts à quelqu'un d'autre, obéir à quelqu'un qui est au-dessus d'eux, qui profitera d'eux. Ce n'est pas ce que les humains voulaient. Vous savez, cette culture que nous voyons partout dans le monde, où les gens s'efforcent de gagner leur vie, n'est pas naturel. Nous sommes nés sur cette planète avec toutes les ressources. Nous sommes nés ici pour être heureux. Et ce que l'état profond, créé par Enlil, que nous appelons l'état profond, les Illuminati, a créé, c'est un monde où les humains s'efforcent de survivre et n'ont pas le temps de s'occuper de leur quête spirituelle pour découvrir qui ils sont. Mais vous savez, le temps a changé. Nous avons basculé dans ce nouvel âge d'or de l'humanité qui arrive. Et nous allons construire cet avenir avec nos propres mains, nos propres cœurs, dans l'unité. Et nous allons créer l'avenir que nous voulons pour être heureux. La raison pour laquelle les gens ont lutté pendant tout ce temps, c'est parce que l'état profond leur a enlevé les ressources gratuites, l'énergie gratuite, les outils qui leur permettraient d'être heureux et de vivre sans faim, sans souffrance, vous savez. L'état profond a toujours voulu maintenir l'humanité dans la souffrance, pour ces raisons. Mais maintenant, cela va être terminé, parce que tous ces brevets d'énergie libre vont être libérés. La technologie très avancée que nous avions le droit d'avoir il y a déjà 100 ans, eh bien, elle arrive maintenant parce que l'état profond a perdu le pouvoir. Non seulement il a perdu le pouvoir, mais il a perdu la partie. Il a perdu la partie depuis le 5 novembre 2024. Il a perdu la partie. Oh, ils essaieront de résister. Ils n'y parviendront pas. Ils échoueront, ils échoueront, ils échoueront, ils échoueront. Ils ont déjà échoué. Vous savez, ce qui arrive va être très rapide et très surprenant. Les technologies très avancées qui ont été produites en masse sur la Lune et qui sont maintenant en orbite autour de la Terre sont en train d'être mises en œuvre. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit que les lits médicaux produits en masse sur la Lune attendaient la chute de l'état profond pour être mis en œuvre sur Terre? Eh bien, vous savez, comme je l'ai dit, l'ordre d'utilisation de ces lits médicaux serait d'abord pour les vétérans militaires, les vétérans de l'armée, puis pour les enfants, puis pour les maladies graves, puis de moins en moins graves, sur l'échelle des maladies graves, je suppose. Eh bien, vous savez, un soldat de l'armée américaine, maintenant vétéran, JP, a témoigné que l'armée américaine a maintenant ses lits médicaux dans les installations souterraines disponibles pour guérir les vétérans. Et ça arrive. Ensuite, il y aura les enfants. Puis ce sera disponible pour tout le monde quand l'état profond aura perdu le pouvoir sur le système médical. C'est ce qui s'est passé en Amérique avec ces élections. Et cela va avoir un effet boule de neige sur le reste du monde. Cela va prendre du temps, mais cela va aller de mieux en mieux, avec quelques luttes.
parce que les dirigeants au pouvoir, qui sont des États profonds et qui perdent tout leur soutien, ne voulaient pas partir. Donc, ils vont résister. Et sachez qu'ils n'ont plus de pouvoir. Mais s'ils vous font croire qu'ils en ont, c'est vous qui avez le pouvoir. Il est entre vos mains. Vous allez donc construire de vos propres mains l'avenir que vous souhaitez. Le peuple élira ses représentants du peuple. Cela a commencé. Et je suis très, très heureuse et très fière que le docteur Michael Salla ait été nominé pour être conseiller de l'administration Trump dans le domaine des technologies innovantes. Vous pouvez donc cliquer sur le lien ci-dessous et voter si vous voulez que le docteur Salla passe à l'étape suivante de sa mission sur Terre. Et ensuite, eh bien, le premier contact civil. Et ça va être cool. Beaucoup de choses arrivent. Tellement de choses à venir. Et j'ai hâte de partager avec vous ma vie de tous les jours, de rencontrer physiquement des gens d'autres planètes, d'autres mondes. Vous allez bientôt connaître ma vie, bientôt, parce que vous allez bientôt rencontrer ces gens et je vous guiderai par la main pour vous expliquer comment tout cela fonctionne et je me chargerai de vous expliquer que tout va de pair avec le plaisir. Parce que maintenant, nous allons nous amuser. Enfin. Alors, peuple de la terre, c'est le cœur rempli de joie, d'espoir et de plaisir que je vous souhaite un grand avenir depuis Tokyo, capitale du Japon, où le tsunami de la révélation est sur le point de frapper magnifiquement et d'ouvrir tous les cœurs parce que le peuple japonais s'est déjà éveillé. Et maintenant, un bonus. Découvrir Shibuya. C'est comme si deux armées se rencontraient. C'est comme le Seigneur des Anneaux, l'armée du Mordor, et tant de gens.
44人です。パブリックコメントはたったの8件です。 Oh mon Dieu! この太陽光パネル7台を森山氏は決めました。私はこれが許せない。説明責任、結果責任が必要じゃないでしょうか。私はうちの皆様の森山市民の思いをちゃんと受け止めてしっかり議会に伝えて C'est de la folie! のどかな田園都市です。そこで生まれた私は0歳から18歳ののどかな田園都市に守られて過ごしてきました。そして42歳の時にコロナ禍になって74歳の父親と家族を守る Novembre 2024, merci d'avoir regardé cette édition spéciale du Japon. Star Nation News was brought to you by Elena Danan. Don't miss the latest news every Monday on Elena Danan's channel. Video directed by Steph Zak.